En direct du Media Lab, des studios du Media Lab en plateau, mais également en radio. Et on va justement retrouver Charlotte qui est en radio. Charlotte, vous m'entendez ? Justine. Alors effectivement, on va être en radio durant 7 heures. On fera des allers-retours entre le plateau télé et le plateau radio. En radio, on retrouvera des chroniques avec le spectacle 2 fois rien. On parlera également du comment ça s'appelle ? De l'intelligence artificielle, pardon. Et on finira également avec un jeu, avec des blind tests et avec un flash info. D'accord, merci Charlotte. Alors au programme, en tout cas en plateau, eh bien, ce sera le bar à salade qui vient d'ouvrir et puis on parlera aussi de la fête du printemps et de la course contre le cancer. Mais tout de suite, l'ICAM accueille des pièces de théâtre en ce moment même et nous nous y sommes rendus avec Liebo la Rose. La 33e édition du festival ICAM se déroule en ce moment à l'école d'ingénieurs. Pour ce festival amateur, un budget, des techniciens et une salle sont alloués aux porteurs de projets. Ces metteurs en scène, ils se réunissent ensemble et ils font ce qu'on appelle une assemblée générale où plusieurs comédiens viennent et ils forment eux-mêmes leur troupe. Donc c'est le principe du festi, c'est pas de prendre des troupes déjà existantes, mais c'est d'en créer des nouvelles chaque année. Les comédiens après rencontrent les metteurs en scène individuellement, ils donnent leurs coordonnées s'ils sont intéressés par le projet, et puis il y a les castings. Donc les castings sont organisés sur plusieurs jours. Et voilà, on rencontre les gens, on leur fait passer des petits tests. Tous les metteurs en scène, c'est des personnes qui ont un boulot à côté et du coup ils viennent juste dans leur temps libre pour profiter et faire du théâtre. Et du coup nous on essaie de leur fournir cette possibilité avec une salle et du coup chaque semaine ils ont des répétitions aussi. Donc on leur fournit une petite salle pour répéter chaque semaine et pour être prêt pour le festival. Le festival regroupe aussi donc, tout type de style théâtral, c'est-à-dire qu'on peut avoir des comédies, tragédies, du comique, on peut avoir des pièces plutôt courtes, des styles contemporains ou alors du classique revisité, tout simplement du classique. Donc c'est vraiment ouvert à tout, c'est pas spécialisé dans un seul domaine. Nous sommes allés voir la pièce Le premier amour du monde. Arthur, comédien, y jouait le rôle d'Ouranos, dieu ciel. Il explique que la confection de la pièce créée pour l'occasion était collective. Elle a demandé beaucoup de travail. On n'a pas du tout pris un texte qui existait déjà, on a tout fait nous-mêmes. Donc on a créé aussi bien l'histoire que le texte, de A à Z. Les 3/4 du travail, c'était pas du jeu en fait. La moitié du boulot au début, c'était nous autour d'une table en train de parler. On rentre là en octobre et on joue ici en mars-avril. Donc beaucoup moins d'un an, à raison de 3 heures par semaine, ce qui est pas énorme au final. Même si on a tendance sur la fin à se rajouter du travail en plus. Et avec d'autres troupes, on peut se faire des week-ends entiers où on fait que ça. Donc c'est un peu une course contre la montre, l'ICAM quand même. Après chaque représentation, c'est une fierté qui se ressent parmi les comédiens. Le rendez-vous est l'occasion de réunir les passionnés amateurs. Un réel échange se crée entre les troupes où la bonne ambiance règne. À l'ICAM, il y a un truc qui est formidable, c'est que comme c'est un festival de théâtre amateur, on joue avec des gens qui n'ont pas l'habitude de jouer et qui ont des boulots, etc. Et probablement pour eux, l'ICAM, souvent c'est leur représentation de l'année. Il faut s'imaginer que quand on travaille 6 mois pour un soir dans l'année, c'est énorme. Comme d'habitude, on est toujours un peu en retard. On travaille toujours sur des charbons ardents et donc la représentation de ce soir, elle était au-dessus des espérances, franchement très bien. Le Festi ICAM continue jusqu'au 14 avril 2018. Une représentation est organisée tous les soirs à 20h30. Réservation possible sur place ou sur le site internet festiicam.com. C'est une nouveauté. Liebo nous a rejoint sur le plateau. Bonjour Liebo. Bonjour. Alors vous vous êtes rendu sur place. Est-ce que vous pouvez un peu nous décrire la pièce que vous avez vue ? Alors oui, bien sûr. Alors la pièce raconte, le nom de la pièce c'est Le premier amour du monde et il met en scène en fait la création de la Terre qui par la suite créa le ciel pour vivre une sorte d'idylle passionnée. De cet amour en fait naîtra les titans, ce qu'on appelle les titans, que le ciel reniera directement. En fait, c'est ses enfants, mais il les reniera directement, car ils ne correspondaient pas à l'idéal de beauté et d'harmonie qu'ils avaient prévu avec la Terre, avec sa femme la Terre. Donc les titans, en fait, par la suite, ont voulu prouver à leur père qu'ils étaient capables de beauté, de magnificence, et donc façonnèrent les hommes par l'argile, rappelant le mythe prométhéen, en fait, parce que c'est Prométhée qui créa les hommes par l'argile dans la Théogonie d'Hésiode. Et ces titans lui donnèrent le feu aux hommes. Le ciel, ensuite, tua ses enfants, sauf un, qui voulait lui montrer cette création des hommes, attestant que les hommes incarnaient ce dont le ciel et la terre, en fait, avaient toujours rêvé.
Sauf que les sommes, en fait, pendant la pièce, on les voit manger la pomme. Donc, il y a ici une référence au Nouveau Testament. Et devint ce que le ciel reprochait aux titans, c'est-à-dire des hommes, des personnes malfaisantes qui avaient pour but de détruire la terre. Donc, fou de rage devant cette création, le ciel fit déferler les flots sur la terre. Et dans un sursaut de bonté, le titan mit les hommes dans une arche et mourut. Donc, cette pièce allie, comme je disais, plusieurs mythes de la création du monde et des hommes, mariant des passages de la théogonie d'Hésiode, des mythes grecs et romains, et du Nouveau et de l'Ancien Testament. Le premier amour du monde apporte donc un regard frais sur le mythe originel. D'accord. Et du coup, on a vu que c'était organisé par l'ICAM, l'école d'ingénieurs. C'est ça. Est-ce que tous les participants viennent de l'école, justement? Alors non, justement, il y a plusieurs personnes extérieures qui sont venues apporter leurs pattes pour la création de cette pièce. Par exemple, le metteur en scène est extérieur à la pièce, il a un métier extérieur, il ne vient pas de l'ICAM. Et la plupart des comédiens sont aussi extérieurs à l'ICAM, mais c'est l'ICAM même qui organise cet événement. D'accord. Et comment ça s'est déroulé un peu, donc, cette soirée? Il y a eu la pièce. Oui. Est-ce qu'il y a eu une suite ensuite? Oui, alors les comédiens et les metteurs en scène sont restés par la suite, en fait, pour justement échanger avec les spectateurs. Ça s'est fait justement dans une bonne ambiance, parce qu'il y avait un pot avec des bières pas très chères, donc c'était assez sympa, et les retours étaient plutôt positifs. On rappelle bien sûr que l'alcool est dangereux pour la santé Exactement. et à consommer avec modération. Et du coup, qu'est-ce que vous en avez pensé, vous, de cette pièce? Alors moi j'ai beaucoup aimé, j'avais un peu d'a priori parce que c'était des pièces jouées par des étudiants, mais ça m'a beaucoup plu. On voit qu'il y avait un vrai travail derrière, qu'ils avaient vraiment voulu créer quelque chose de nouveau et de novateur, et qui n'était pas entré dans une démarche de reproduction d'une pièce déjà écrite. D'accord, merci beaucoup en tout cas. Mais je vous en prie. Et on a Salomé Hameau qui nous a rejoint également sur le plateau. Bonjour. Bonjour. Donc vous êtes une future communicante justement sur ce festival, c'est ça? C'est ça, exactement. En charge de la communication du festival de l'année prochaine. D'accord. Et alors, qu'est-ce qui vous a donné envie de faire partie de cette association? Alors moi, ce serait mon amour pour le théâtre. Je dirais, j'en fais depuis que je suis toute petite. Et étant inscrite à l'ICAM, mon école d'ingénieur, j'avais le souhait de participer à un projet lié au théâtre. Donc je fais du théâtre, notamment au sein de la troupe ICAM, donc, qui fait partie d'une des pièces du festival. Et je souhaitais aussi accorder un peu de temps à cette association que je trouvais très intéressante et la faire perdurer. D'accord. Donc justement, l'association, c'est celle qui organise le festival. Et du coup, est-ce que vous pouvez nous la présenter un petit peu? Oui, donc c'est une association qui a été montée il y a 33 ans à l'ICAM par l'un des élèves de l'ICAM qui devait rattraper un de ses modules de FH, donc qui est le module formation humaine, donc pour la petite histoire. Et donc c'est un festival qui est ouvert à tous les amateurs de la région. Donc on rassemble une quinzaine de metteurs en scène qui viennent nous présenter leurs projets. On les accepte oui ou non en fonction de si ça correspond, si on a les moyens, les comédiens et autres. Et après, sur la semaine de communication, on rassemble des comédiens, à peu près une centaine de comédiens. Et donc le but du festival, en fait, c'est de ne pas chercher des troupes qui sont déjà formées, mais bien d'avoir un metteur en scène, d'avoir des castings et de former des troupes sur l'année. Et après, ils choisissent entre eux, en fait, c'est ça? Voilà, c'est exactement. Il y a une rencontre qui se fait avec les metteurs en scène et les comédiens donc, ont le choix de caster pour l'une ou l'autre des pièces. Donc vous, justement, vous castez juste les metteurs en scène à la base? Exactement. Voilà. D'accord, c'est ça. Et au niveau, à peu près, c'est quand est-ce que ça se passe? Ça se passe début ou mi-octobre. Et donc c'est des entretiens qu'on fait avec les metteurs en scène, ils nous font un résumé de la pièce, les moyens qu'ils veulent utiliser, et l'inscription se fait via notre site internet, où ils ont quelques informations à remplir via festicam.fr. Voilà, c'est ça. Exactement. Et du coup, est-ce que quand ils se présentent là en octobre, c'est pour ce festival de cette année ou le festival de l'année d'après? Non, alors par exemple, là, il va y avoir la 34e édition, donc l'année prochaine. Donc en octobre prochain, à la prochaine rentrée, nous allons caster pour ces metteurs en scène et ils vont jouer à la fin de l'année sur le festival qui aura lieu entre mars et avril. Donc ça se fait vraiment sur un an? Voilà, exactement. Et ça représente quoi en termes de travail, cette organisation, pour vous? On a 2 grosses périodes de rush, donc au début de l'année, quand on doit caster donc, les metteurs en scène et les comédiens, puis après sur le festival. Et tout au long de l'année, on a énormément de communication à faire dans l'île. On a un concours d'affiches qui est organisé. On a énormément de communication à faire via les sites internet de la métropole lilloise, les agendas et autres, pour pouvoir prévenir les gens qu'on fait un festival au sein d'une école. D'accord. Et au niveau de l'ambiance, dans l'équipe, ça se passe bien? Ça se passe très très bien. Tout le monde est
très content de faire ça. Enfin, on le fait tous pour un peu l'amour du théâtre, je dirais ça comme ça, parce que beaucoup aiment la technique. Il y a différents pôles, il y a le pôle partenariat, la technique, chacun trouve son bonheur au sein de l'équipe et ça se passe très bien. Et c'est une équipe qui, par contre, change tous les ans ou... Exactement. D'accord. On a en fait 3-4 personnes qui sont de l'équipe précédente et qui en fait permettent d'inclure les nouveaux participants dans l'équipe et de les orienter sur quoi faire. Et donc on a toujours sur le groupe qui fait à peu près 12-13 personnes, on a toujours 3-4 personnes qui sont là de l'année précédente. D'accord. Et qu'est-ce que vous diriez par exemple aux personnes qui souhaiteraient ou qui ne savent pas encore s'ils vont venir la semaine prochaine voir les pièces de théâtre? Eh bien écoutez, je leur conseille vivement de venir puisque c'est vraiment, comme c'est des amateurs de toute la région, il y a énormément de rencontres qui se font. C'est toujours un échange très convivial avec les metteurs en scène et les comédiens. Il y a toujours une petite partie buvette post-représentation. C'est vraiment très sympa. On a notamment, ce soir, on a une pièce. Demain, on a un match d'improvisation. Celui-là est très apprécié du public. Et on a une équipe de Lille qui va affronter une équipe de Rouen. Donc ça va être très sympa. D'accord, merci beaucoup Liébo, merci beaucoup Salomé d'avoir été avec nous. Alors tout au long de cette journée, vous allez voir, on verra les coulisses de cette journée transmédia et c'est justement le moment de retrouver Sophie et Charlotte. Bonjour à tous et bienvenue dans les coulisses. Du coup, je vais poser quelques questions à Justine. Donc alors, quel est ton... tu fais un reportage, parle-nous un peu plus de ton reportage que tu as préparé. Oui, donc c'est un reportage sur la malbouffe étudiante, parce qu'on sait que c'est un thème qui nous touche beaucoup, parce qu'en tant qu'étudiant, on sait très bien que souvent la solution de facilité, c'est d'aller manger à droite à gauche un petit peu n'importe quoi, et donc je trouvais ça intéressant de pouvoir exploiter ça et d'approfondir un petit peu plus le sujet. Et voilà. D'accord. Et du coup, tu as parlé un peu justement, tu parlais pas d'un bar à salade dans ton reportage ? Ouais, c'est ça. En fait, c'est un bar à salade qui a ouvert il y a pas longtemps. Et du coup, je trouvais ça intéressant de partir de ça parce que c'est une autre alternative pour, entre autres, les étudiants pour bien manger à quasiment le même prix. Donc, c'était l'occasion de faire un sujet dessus. D'accord. Et du coup, tu as réussi à avoir pas mal d'interviews de personnes pour avoir des avis différents ? Oui, j'ai eu pas mal de gens, comme on va le voir tout à l'heure, et des étudiants, des personnels, des médecins aussi, qui ont accepté de me répondre. Donc, permet d'avoir un avis médical aussi sur la question, parce que les infirmiers ou les médecins, notamment du CPSU, juste en face de la fac, rencontrent beaucoup d'étudiants qui viennent parler justement de leur alimentation, comment régler ça. Donc, ils donnent des conseils. D'accord. Bon super, on a hâte de voir ton reportage, donc on se retrouve un peu plus tard pour de nouvelles informations sur les coulisses. Radio UC Lille, la radio de l'Université catholique de Lille. Eh bien, merci Sophie et merci Charlotte, on les retrouvera tout à l'heure pour les offs des coulisses. Tout de suite, on va découvrir une troupe en fait de personnes, un spectacle qui s'appelle Deux fois rien, et c'est Massipsa qui va nous présenter cette chronique. C'est l'histoire de deux gars, deux ch'tis lillois. Eux, c'est Greg Alès et Benoît Dandievel, deux comédiens qui forment le duo Deux fois rien. Sur scène, pas d'artifice. Une voix, un piano et de la poésie façon stand-up. On est deux fois rien. Aujourd'hui, quelques pieds et deux mains. Avec des mots qui dénotent et deux mecs qui dépotent. Benoît effleure les touches de son piano et debout face à son public, il y a Greg qui improvise selon ses émotions, selon vos émotions et sans filtre. Mais tous deux ont une problématique. Alors, concert ou spectacle ? C'est un spectacle où on est touché au cœur, on est ému. C'est un concert où on peut rire. Voilà, beaucoup de légèreté. Non, c'est quand même assez lourd. Enfin, c'est chargé, je veux dire. Oui, c'est chargé, mais enfin, c'est pas... Non, c'est pas lourd. Faut pas dire lourd. Non, c'est pas lourd. C'est pas toi lourd. qui es lourd. C'est un spectacle. C'est un concert. Un spectacle. C'est un concert. Vous le remarquerez, les deux protagonistes ne sont pas d'accord, mais c'est surtout 1h15 de spectacle, enfin de concert, de spectacle, c'est comme on veut, d'un duo complice et taquin. Et leur maître mot, c'est certes deux fois rien, mais ce sont des jeux de mots et des calembours. À quoi ça rime ? Un poète qui, mal armé, met ta forteresse à terre. À quoi ça rime ? Un poète tout affairé qui brasse un stylo à la main.
À quoi ça rime un poète souffleur de verre, même si c'est beau de l'air? C'est beau, c'est beau, c'est beau de l'air. À quoi ça rime un poète qui étouffe un écrit quand t'as besoin de l'entendre? Deux fois rien, c'est un message qui suit la courbe de nos émotions et c'est surtout un message d'engagement et d'amour. Bref, quand on va les voir, ça secoue, mais on en redemande encore. Donc c'était le duo Deux fois rien présenté par Massif Ça. Donc si ça vous a intéressé, ils seront le 7 avril à l'Escoudin et le 20 mai à Tourcoing. Tout de suite, on va passer à un nouveau reportage. Charlotte nous en a parlé tout à l'heure. C'est un reportage sur la malbouffe. Comment est-ce qu'on peut manger sain quand on est étudiant ? Composer eux-mêmes leur salade. Ils ont le choix entre des produits frais et variés, aussi bien en légumes qu'en viande. Un concept qui surfe sur la tendance du healthy, ou manger sain, dont on parle de plus en plus. Moi, sur le concept, ce que j'aimais bien, c'est le fait de manger sain, manger sainement. C'est complètement dans l'air du temps par rapport à tout ce qu'on voit. Je dis pas que McDo, Burger King, etc. c'est pas bien et on peut en manger une fois de temps en temps. Mais globalement, j'aime bien le concept basé sur un esprit sain dans un corps sain, bien manger pour mieux se sentir. Je pense qu'il y a eu une vraie prise de conscience dans l'esprit des gens qui disent que maintenant, voilà, il faut prendre en main sa santé et privilégier le midi ou le soir éventuellement de manger sainement. Basé sur la restauration rapide, ce restaurant est aussi une manière de rendre plus accessible la nourriture saine. Une bonne initiative, en particulier pour les étudiants les plus touchés par la malbouffe. C'est-à-dire que là, sur la prise de conscience, surtout même les jeunes, voilà, on en a vraiment beaucoup qui viennent manger et qui disent « Ah bah tiens, j'y croyais pas du tout, un fast-food, un restaurant rapide sur la salade » et tout compte fait, ils y trouvent largement leur compte. Selon de récentes études, 35% des étudiants français estiment avoir une alimentation déséquilibrée. Un chiffre important qui s'explique bien souvent par un manque de temps et de moyens. C'est la facilité, quoi, tout ce qui est McDo et tout, c'est rapide, c'est pas cher. C'est rapide, c'est sûr que tu mets au micro-ondes et bim, c'est prêt. Donc il y a une question budgétaire, il y a une question de temps aussi. Ils aiment bien en général que ça aille plutôt vite. Manger, c'est pas le centre de leurs préoccupations de la journée. Et puis c'est une question d'hygiène de vie, de rythme de vie. C'est sûr que quand l'étudiant est en cours toute la journée et que le soir à 19h il va boire un verre avec ses potes, s'il mange à 22h, même s'il mange correctement, l'impact sur sa santé sera pas le même. Si certains établissements comme Eat Salad permettent de manger mieux pour seulement 1 ou 2 € de plus qu'un fast-food, de nombreux étudiants déplorent le manque d'initiatives pour les aider et les motiver à manger mieux. C'est un engagement quand même de manger sain, c'est pas forcément facile. Je trouve que pour les étudiants, il n'y a pas trop de trucs qui sont mis en place, quoi, des offres un peu moins chères, quoi. Pour certains professionnels de la santé, des moyens existent. Mais les étudiants, par manque de temps ou simplement d'envie, choisissent souvent la solution de facilité. Je pense qu'aux rues, on peut effectivement faire en sorte de manger correctement. Après, le problème, c'est que quand on n'a qu'une demi-heure pour manger, on va forcément plus facilement se diriger vers un sandwich, que c'est rapide, qu'on peut manger debout, etc. C'est une question d'envie et j'irai pas jusqu'à dire que les moyens sont pas mis en place parce que si on veut manger à peu près sainement, on peut le faire. Mais en général, quand on est entre des haricots verts et des frites, l'étudiant va plutôt se diriger vers des frites. La tendance du manger sain est donc en plein essor et touche de plus en plus de monde. Le cas des jeunes et des étudiants reste cependant délicat. On espère voir de plus en plus d'initiatives pouvant les aider dans le futur. Alors nous sommes toujours en direct du Media Lab pour cette journée. Avec nous sur le plateau, Charlotte nous a rejoint. Bonjour Charlotte. Bonjour. Alors vous êtes allée découvrir ce bar à salade qui a ouvert pour parler un petit peu de la malbouffe étudiante. C'est ça, oui. Déjà, est-ce que avec l'ouverture de ce bar à salade, on peut dire que manger sain est devenu un peu une mode ? Alors c'est quelque chose qui ressort beaucoup qui ressort beaucoup au niveau des intervenants. C'est vrai que beaucoup me disent que ça devient vraiment une mode. En fait, ça a surtout été beaucoup popularisé par les réseaux sociaux. On voit notamment sur Instagram, Pinterest, tous les réseaux, surtout il faut publier des photos où c'est devenu un petit peu à la mode justement un joli plat. Voilà, de publier un beau plat, une belle recette, quelque chose de sain. Et ça a vraiment popularisé un petit peu le manger sain. Donc vous pensez en fait que ces stars d'Instagram qui mettent des photos en fait de jolis plats avec de jolis légumes, du coup, ça lance un petit peu cette mode de vouloir faire pareil. C'est ça, oui. Je pense que mine de rien, ça influence beaucoup de personnes, notamment les jeunes ou les étudiants qui suivent beaucoup plus les réseaux sociaux. Et ça les influence et ça donne envie aussi de se faire à manger, de manger bien.
Du coup, justement, on parlait de l'influence sur les jeunes. Pourquoi est-ce que ça influencerait plus les jeunes que les adultes ? Je pense que ça influence plus les jeunes parce que ils sont les premiers touchés, les premiers concernés. C'est vrai que c'est réputé, et beaucoup de gens qui pensent que les jeunes mangent très mal, et c'est aussi une vérité. Souvent, c'est la solution de facilité de manger dans les fast-foods. Donc, je pense que le manger sain touche aussi les jeunes parce que beaucoup ont envie de manger mieux et du coup de prendre soin d'eux. Ça coûte pas plus cher du coup de manger sain pour les étudiants ? Alors finalement, on pense beaucoup qu'acheter des légumes frais ou même juste de la viande, bon, la viande reste quand même très chère, mais au niveau des légumes, finalement, ça ne revient pas à si cher que ça. On peut compter quasiment les mêmes prix qu'un fast-food, on va dire un fast-food qui est traditionnellement entre 8 et 10 euros. Dans des initiatives comme par exemple le bar à salade, on est sur une gamme de prix qui va entre pareil 8 et 12 euros. Donc finalement... Donc c'est le même prix, au final on mange mieux. Exactement, voilà, c'est ça, c'est manger mieux pour quasiment le même prix. Et comment est-ce qu'on peut lutter du coup contre cette malbouffe ? Il y a pas mal de choses qu'ils ont mis en place. Par exemple, j'ai rencontré donc une infirmière du CPSU qui m'expliquait qu'au CPSU, c'est possible d'aller chercher un livre de recettes qui a été fait pour les étudiants, donc avec des recettes qui sont économiques et qui permettent d'indiquer aussi aux étudiants où est-ce qu'ils peuvent trouver leurs produits, comment mieux manger, ce qui commence déjà par acheter des bons produits. Puis voilà, il y a beaucoup de prévention surtout et de dialogue. Aider les étudiants en fait à trouver comment est-ce qu'on peut acheter pour le même prix en fait des choses moins chères. C'est ça, oui. Pas des choses moins chères, des légumes. Enfin des légumes, oui. Des choses qu'on mange. Des choses qu'on mange. D'accord. Écoutez, merci beaucoup Charlotte. Dans quelques instants, on aura un reportage sur la fête de printemps. On va aller en radio pour écouter une chronique sur les perles des community managers sur les réseaux sociaux. Salut Quentin. Salut. Alors aujourd'hui, tu vas nous parler de quoi ? Alors je vais vous parler d'un phénomène qui prend de plus en plus d'ampleur chez les entreprises. Les community managers adoptent de plus en plus la carte de l'humour. Mais c'est quoi un community manager ? C'est un métier qui consiste à animer et à fédérer des communautés sur Internet pour le compte d'une société, d'une marque, d'une célébrité ou autre. Je ne vous apprends rien en disant que nous disposons donc d'un temps d'attention limité et que le but des réseaux sociaux est d'acquérir le plus d'attention possible. Mais alors, tu peux nous donner quelques exemples ? C'est dans cette optique donc, il y a quelques jours, Decathlon a répondu à un tweetos sur le sujet donc, des cravaches, vous l'avez peut-être vu. Donc je cite, « Il y a quelques mois, on a remarqué une hausse de nos ventes de cravaches. On a analysé nos chiffres pour essayer de comprendre d'où ça pouvait venir. Puis on s'est rendu compte que ça coïncidait exactement avec la sortie de 50 nuances plus sombres. Et ce n'est même pas une vanne, donc c'est Decathlon qui a répondu ça à un tweetos. » Et toi, t'es allé voir ce film 50 Shades of Grey ? Alors pas du tout, je suis absolument pas la cible de ce film. Je sais pas s'il y a des gens qui ont été le voir ici. Et puis je ne demanderai pas non plus s'il y a des personnes qui ont acheté récemment des cravaches. Moi je crois que j'en connais une, mais je peux pas dire qui. Elle a même cessé avec nous, mais je peux pas. Moi je connais Liebo, mais Mais attends, tout ça, voilà, toutes ces pratiques des community managers, ça date pas d'hier, non ? Alors non, j'ai trouvé quelques perles des community managers donc de ces dernières années. On va commencer tout de suite par la marque donc PlayStation France, que vous connaissez forcément. Un compte Twitter a envoyé un message NTM, puis a ensuite tagué le compte de PlayStation France, ce à quoi PlayStation a répondu « On préfère IAM » avec un petit smiley. Donc IAM, rappelle-nous, c'est qui IAM ? C'est un groupe de rap. IAM ? IAM, oui, mais je connais pas. On va pas vous expliquer c'est quoi la signification d'NTM, hein, parce que bon, on va éviter tout ça pour les auditeurs. On peut pas, on n'a pas le droit. Il y a quoi d'autre comme exemple ? Alors on a Fnac, la célèbre marque. Un compte Twitter du nom de Kevin a envoyé un message « Hier, j'ai volé ER, bien évidemment. 3 paires d'écouteurs, vous n'avez rien vu MDR. » Ce à quoi la Fnac a répondu « Wesh Kevin, pourquoi en avoir volé 3 ? Une paire aurait suffi, non PTDR. » Ah ouais, quand même, c'est sympa tout ça. Ils se lâchent, les community managers, des fois. C'est assez drôle. Et je vois qu'il y a aussi Carrefour. Mais alors, qu'est-ce qu'ils ont dit, Carrefour ? Alors, cette fois, Carrefour a répondu donc, sur Twitter. Donc, une nouvelle fois, c'est que sur Twitter que ça se passe. Ils ont répondu à un message de Mimi Mati. Alors, c'est pas l'actrice. Non, c'est pas l'actrice. Mimi Mati a dit « Bonjour Carrefour, j'ai un ami qui a dérobé des Cheetos, donc ce sont des chips. J'espère que des sanctions seront données cordialement. » Et dans un second message, il a dit « Étant donné l'insolence dont fait preuve le malfaiteur, je souhaite qu'il prenne au minimum 5 ans de prison. » Déjà, j'aime beaucoup cette personne. Sympa, ouais. Et Carrefour a répondu « Wesh Anas El Messaoui, du lycée Charles Péguy à Orléans, quand on veut jouer le thug, on essaye d'être discret. » Ah, mais ils ont carrément stalké, là, non ? Ah oui, là
Ça va loin. Ça fait un peu bader, comme diraient certains. C'est quand même assez drôle, là, cette manière d'observer cette conversation, comme s'ils étaient entre potes. Ouais. Il y en a d'autres aussi. C'est une réelle stratégie des marques. Alors j'en ai une autre, c'est mon favori personnellement. C'est une histoire cocasse avec la SNCF. Oh là, je t'arrête de suite. Tu vas pas nous fâcher avec la SNCF, surtout avec les cheminots, parce que je veux quand même me rendre à Montpellier. Donc je voudrais quand même avoir mon train. J'espère que Quentin Dubois ne sera pas responsable. Écoute, c'est ton problème. Moi, Zut. Donc c'est un compte qui s'appelle Don Pablo qui a posté une photo indiquant qu'il était bloqué dans un train sans chauffeur. C'est une vraie histoire. La SNCF a répondu « Nous allons faire le nécessaire ». Et quelques minutes après, ils ont demandé « Nous essayons de vous répondre par message direct. Merci de nous suivre sur Twitter pour que nous puissions l'envoyer ». Et Don Pablo a ensuite envoyé un autre message « Je suis sorti du train, c'est bon ». La SNCF s'est donc demandé « Comment avez-vous procédé ?» Ce à quoi Don Pablo a dit « J'ai tout simplement sauté par la fenêtre ». C'est sans filtre, hein. C'est sans langue de bois, c'est vraiment je précise, sans filet. Le train était à l'arrêt. Hein. Je précise parce que... Encore heureux, mais on ne sait pas s'il est encore vivant, c'est ça? Non. C'est quand même... C'est donc une nouvelle manière de communiquer de la part des marques. Cela ajoute un côté assez affectif et en plus c'est assez drôle. Eh bien, merci beaucoup Quentin. Tu nous as fait donc découvrir ce à quoi les community managers font face tous les jours. Exactement. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont déjà fait bâcher comme ça par des community managers. En tout cas, c'est des sacrées pépites. Ah oui, c'est très très drôle. Merci beaucoup Quentin. Radio UC Lille, la radio de l'Université catholique de Lille. Voilà, merci Quentin. Alors on va maintenant parler de la fête du printemps avec la foire au manège qui a lieu Champ de Mars. Et Charlotte Léré et Quentin Dubois se sont rendus sur place. Depuis le 31 mars et jusqu'au 2 mai, la foire de printemps s'est installée à l'Esplanade. Elle existe depuis l'avant-guerre. Pour les forains, cette foire, c'est surtout une histoire de famille. Beaucoup viennent depuis des générations. Nous sommes déjà depuis, ça fait la 5e génération. Et donc, mes grands-parents le faisaient avant-guerre. Et donc, on suit la lignée. Moi, je suis de la 4e. Et j'ai mes enfants, ça fait la 5e. Tous les ans, on vient. Ça fait de génération en génération, ça fait déjà 5 générations avec mes parents et moi je suis la 6e. C'est très important pour nous parce que on apporte de la joie et de la bonne humeur pour les gens. Et quand ils viennent, ils sont heureux, ils ont la joie de vivre, ils ont le sourire. Donc oui, forcément, c'est très important pour nous. Je suis un des organisateurs, je veux dire, tout en amont, on fait un service de communication. Et donc tout se fait en amont et je suis un des membres de l'association. L'organisation se fait déjà par rapport en janvier, en commençant en janvier. On organise la communication et aussi on vient pas, je veux dire, de but en blanc comme ça. C'est avec la ville. La ville, c'est elle qui organise la foire, c'est pas nous. Nous sommes à peu près une 60aine d'attractions, tous stands confondus. Les manèges à sensations, donc manèges à sensations comme le booster. C'est le manège le plus haut de la fête, il monte à 40 mètres d'auteur. Et après, je veux dire, tous les manèges aussi pour familial. Avec l'arrivée du printemps, on aurait pu espérer voir le soleil sur cette foire. Pourtant, depuis le 31 mars, la pluie ne cesse de tomber. Celle du mois la foire du mois d'avril, le soleil c'est important. Ici, il faut du soleil. Si on a du soleil, les gens viennent. On craint beaucoup la pluie parce que forcément les gens viennent moins, donc il y a moins d'activités pour nous. Et donc quand il fait beau, les gens viennent plus souvent. Après un accident de manège près de Lyon le 31 mars, puis dans le Gers le 4 avril, les forains se veulent rassurants. La sécurité est là, hein, de toute façon. Tous les jours, les manèges sont vérifiés. On a des organismes qui passent vérifier les manèges. Je veux dire, c'est bien malheureux qu'il y a eu cet accident. On est bien d'accord que tout ce qui est mécanique, le risque zéro n'existe pas. Mais je pense que par rapport aux voitures ou aux trains, tout ça, on est quand même en accident, on est en pourcentage, c'est infime. La foire du printemps, c'est jusqu'au 2 mai prochain. Les forains espèrent que le soleil finira par apparaître. La pluie pourrait provoquer de nombreuses pertes malgré l'arrivée des vacances.
Alors Quentin nous a rejoint sur le plateau pour parler de ce reportage à Fête du Printemps. Bonjour Quentin. Bonjour. Vous êtes allé à la Fête du Printemps, est-ce qu'il y avait du monde? Alors il y avait du monde à la fin quand il faisait un peu de soleil, mais quand il y a beaucoup plu au début, du coup il n'y avait pas beaucoup de monde, puis c'était un peu l'ouverture, 14h et tout ça, donc voilà. Donc on a parlé effectivement que la pluie peut provoquer des pertes chez les commerçants. Vous avez vu, il a plu beaucoup, les gens ne sont pas venus? Ouais, au tout début il pleuvait vraiment pas mal, tout le monde était caché sous les toits, et voilà, donc c'est un gros problème pour les forains. Vous avez vu peut-être des manèges? Est-ce que vous avez vu des manèges qui marchaient mieux que d'autres? Oui, les manèges un peu classiques, comme on a vu dans le reportage, le booster aussi marchait pas mal. Après tout ce qui est pêche au canard et tout ça, bon, c'est ce qui est très prisé par les jeunes, parce que c'est beaucoup de familles qui y sont, donc voilà. C'est fait ça, on parle de pêche au canard, c'est surtout les enfants. Ouais. On suppose que c'est une fête familiale en fait, une fête au printemps familial, vu que c'est bientôt les vacances. Oui, il n'y avait que des familles, c'est très simple. Il y avait très peu de personnes entre guillemets âgées. C'était vraiment beaucoup de jeunes, de familles, de très petits. Et même pour les forains, c'est de plusieurs générations. On a vu beaucoup de jeunes forains aussi. Donc voilà, c'est vraiment très familial. Et en plus, les vacances arrivent, donc c'est un de leurs objectifs. On a vu effectivement dans le reportage une jeune fille qui disait qu'elle était la 6e génération. Donc du coup, les forains viennent là depuis très longtemps en fait. C'est vraiment une tradition. Ça a été dit dans le reportage, je crois. C'est vraiment très longtemps. C'est même après la guerre à peu près, je crois. Donc vraiment 6 générations. Et puis je pense que c'est quelque chose qui se passe de génération en génération. Je pense que les enfants de cette fille feront aussi ça. Et voilà, donc c'est assez sympa. Donc en fait, c'est une tradition qui a l'air de perdurer. On a vu aussi que l'esplanade avait changé. Ils ont fait de nouvelles constructions. Est-ce que les forains sont contents de cette Ils sont très contents et je suis d'accord avec eux parce qu'avant c'était vraiment de la terre rouge, c'était pas très propre. Et là c'est vraiment très propre, c'est vraiment pas mal. On prend du plaisir à y aller et c'est vraiment bien. Donc les vacances, c'est bientôt, c'est le 20 avril. Donc les familles devraient s'y rendre avec plaisir s'il fait beau. Oui, c'est un de leurs objectifs, les vacances. Les forains étaient très contents que ça tombe pendant les vacances. Donc il va y avoir beaucoup de monde, je pense. S'il fait beau, on verra. On verra bien. C'est pas gagné. Merci beaucoup, Quentin. Merci. Tout de suite, on va retrouver Sophie et Charlotte qui sont dans les coulisses pour nous montrer un petit peu ce qui se passe à côté. Voilà, bonjour à tous. Donc nous, on est dans les coulisses de cette journée transmédia avec Monsieur Castaglioni. Je vais y arriver. Au bout d'un an de cours, j'y arrive toujours pas. Donc du coup, vous êtes professeur à l'Université catholique de Lille. Oui, j'enseigne en fait. J'interviens pour la radio, j'interviens au niveau des masters, des licences et également en fac de droit. Ok, très bien. Et du coup, qu'est-ce que vous pensez que ça peut apporter aux étudiants, une journée comme ça? C'est une bonne expérience pour eux? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas une bonne expérience, c'est une excellente expérience parce qu'on est vraiment dans le concret, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur 6 heures de production en non-stop et on peut pas de toute façon apprendre mieux que par la pratique. Les médias de l'audiovisuel, il y a tout un background théorique effectivement à connaître, mais l'expérience ne s'acquiert qu'avec la pratique et pour progresser, il faut absolument pratiquer. Donc c'est impératif et effectivement, avoir effectivement une journée comme ça de 6 heures en continu, ça vous permet d'avoir une vision de ce que vous faites quand vous faites chacun une petite production, un reportage, une chronique. Voilà, c'est pas juste un élément que vous avez créé à côté, mais ça s'imbrique dans une logique de grille d'antenne et dans une diffusion à un moment précis avec des lancements et vous voyez concrètement en fait le résultat de votre production. Et c'est vrai qu'avec les aléas du direct, c'est une autre expérience, un autre rapport à l'exercice. Mais vous en pensez quoi de cette expérience? Vous avez déjà vécu cette journée-là dans ce cadre-là, il y a d'autres années? Alors, c'est la première qu'on fait effectivement à l'Université catholique de Lille. Après, pour ce qui est du direct, le direct apporte une dose d'adrénaline qui est assez excitante et intéressante. Et puis en même temps, c'est sans filet, donc il ne faut pas se planter. Maintenant, là aussi, il n'y a pas plus formateur que ça, parce que quand on a l'occasion de se reprendre, de réenregistrer, on a toujours un peu moins de pression, donc ça paraît toujours un peu plus facile. Alors que là, le direct, il faut être bon tout le temps, à chaque instant, et on sait très bien qu'il y aura des soucis, mais c'est pas grave, c'est comme ça qu'on gagne de l'expérience, et c'est pour ça que cette journée, pédagogiquement, elle est très intéressante. D'accord, merci beaucoup monsieur. On retrouve tout de suite Charlotte pour une chronique radio. Merci Charlotte et Sophie de nous avoir fait découvrir les coulisses de cette journée transmédia. On va maintenant parler d'un sujet qui peut faire peur ou au contraire donner envie. Et Pauline a souhaité nous parler de l'intelligence artificielle.
Bonjour à tous, j'avais envie de vous parler de l'intelligence artificielle puisqu'elle fait aujourd'hui l'objet d'une grande sollicitude gouvernementale et pour cause 1,5 milliard d'euros, c'est le montant qu'Emmanuel Macron entend bien lui consacrer d'ici à la fin de son quinquennat. L'annonce a été faite jeudi 28 mars lors de son discours au Collège de France. L'objectif est de mettre un coup de fouet à la révolution technologique. Pour y parvenir, le président s'est largement appuyé sur les conclusions du rapport présenté la veille par le député et mathématicien Cédric Villani. Au programme de ce rapport, soutien de la recherche, des talents et des financements de projets innovants pour que la France rattrape enfin son retard dans le secteur. Car oui, si le chiffre peut paraître important, il est encore loin derrière les 22 milliards investis par la Chine. Dans cette optique, le gouvernement Macron propose de doubler le nombre d'étudiants en formation dans le secteur, de créer un hub mondial de recherche, de recruter des pointures étrangères en la matière ou encore de partager les données au niveau européen. Le président français s'est par ailleurs félicité que plusieurs groupes aient d'ores et déjà annoncé leur intention d'ouvrir des centres de recherche en intelligence artificielle en France, comme ce fut déjà le cas de Facebook qui avait choisi Paris en 2015. Pour lui, il est important de développer l'attractivité de la France à travers notamment 3 centres de recherche, à savoir Paris, Saclay et Toulouse. Si l'effort est louable, l'opinion publique reste encore parfois réticente quant aux enjeux sociaux, éthiques et démocratiques. Mais Emmanuel Macron le promet, les États s'interrogeront sur les potentielles dérives et traceront les lignes rouges à ne pas franchir. Il souhaite notamment lancer une réflexion mondiale sur le contrôle et la certification des algorithmes. Un groupe d'experts intergouvernemental est d'ailleurs chargé de mener une réflexion prospective sur les impacts éthiques de cette intelligence artificielle. Vous l'aurez compris, peut-être que l'heure du transhumanisme a sonné, que les GAFA et Elon Musk, ces géants du web que nous adorons détester, vont connaître leur heure de gloire en kidnappant au passage notre liberté de penser, d'écrire ou encore d'agir, car il est vrai que le libre arbitre est devenu bien trop has-been face au bonheur érigé en algorithme. Pauline Rayet pour Radio UC Lille. Merci Pauline de nous avoir renseigné sur le sujet de l'intelligence artificielle. Alors maintenant, toute l'équipe nous a rejoint en studio radio puisqu'on va passer au jeu. Donc toute l'équipe, donc on a Charlotte qui présentait tout à l'heure. On a une autre Charlotte, beaucoup de Charlotte aujourd'hui. On a aussi Sophie, Liebo, Johan, Quentin. Voilà, toute l'équipe est là et puis la régie bien sûr. Et puis je pense que c'est le moment de ton jeu, Liebo. Oui, c'est le moment de mon jeu. On va faire un blind test si ça vous dérange pas. Donc je vais passer 5 musiques. Pour chaque musique, je vais vous donner 4 noms et vous devrez deviner quel est le bon artiste ou le bon groupe. Ça vous va ? Top, super. On est prêt, on est prêt. Allez, c'est parti. Je vais jouer sérieusement alors. On rappelle bien sûr que l'alcool est à consommer avec modération et dangereux pour la santé. Alors peut-être le titre suivant, Liebo, c'est quoi ? Justement, faut... Les Rolling Stones, moi je dirais. Eh non, c'était John Denver, bien joué Justine. Merci. J'ai me tiré, il a retiré le doute comme ça, c'est cool. Je dédie cette victoire à ma mère, à mon père, à mes frères et à mes sœurs. Ce serait le bonheur. C'est beau. Voilà. Bring Sally up, bring Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Bring Sally up, bring Sally down. Last done start, gotta tell the ground. Bring Sally up, bring Sally down. Last done start, gotta tell the ground. J'ai des propositions ? Ouais. Ok, alors on a Dobby, Lobby, Andy ou Moby. En tout cas, les blagues sont très drôles. Le deuxième. On peut répéter les propositions ? Dobby, Lobby, Andy ou Moby. Moby ?
Moby, et c'est un point pour Quentin. Bravo Quentin. Bravo, on lui laisse le pauvre, il en a pas encore. Ok, il faut rattraper Justine, allez. Hein. Un point pour Quentin. Pas de problème. Ça, c'est les Red Hot Chili Peppers. Ok, Ah Quentin bah a gagné. ouais. Évidemment. Putain, mais Et j'avais le fait des titre super blagues là-dessus. Ah, bah vas-y, fais-les quand même. Non, c'est bon, t'as revenu dans Le nom du titre peut-être, Quentin? Ah oui, c'est Snow. Comment? C'est pas Snow. Non. C'est une autre. Ouais. Ouais, du coup, c'est une autre. Other Side de Red Hot Chili Pepper. Et on a la dernière chanson qui va déterminer tout là. Qui détermine tout là. Mettez le casque. Oh mon Dieu. Je vais vous dire les noms, vous allez... C'est un français ça? Non. Je sais. Oh. Je laisse un peu tourner pour vous. Je pense que tu peux nous dire quand même les propositions en même temps, Je vous comme dis ça on les réfléchit. propositions. Alors, on a The Chair, Bruce Springsteen, The Beatles ou The Doors. The Doors. The Doors, ouais. Bravo Justine. Et Charles, et Sophie du coup. Et ouais, moi Sophie, aussi. Ouais, c'est vrai, Sophie. Un 0,5 parce que j'ai quand même 0,75 s'il te plaît. Bon, 2 points pour Sophie. Une dure défaite. 3 points pour Justine. Et sur le podium quand même, il y a Quentin. Très déçu. Merci Quentin de ta participation. J'ai laissé les filles gagner. Alors qu'est-ce qu'on gagne justement? Une bière. Oui, alors on rappelle encore une fois que l'alcool est dangereux pour la moi, j'ai santé rien. et à consommer avec modération. Voilà, merci. On va peut-être passer. Johan, tu es prêt pour ton flash info? Eh bien, on va passer au flash info pour vous informer sur l'actualité d'aujourd'hui. Avec Johan, bien sûr. Radio UC Lille. La radio de l'Université catholique de Lille. Les infos. Allez-y. Dans l'actualité d'aujourd'hui, Trump le 12 la mise et menace Pékin de 100 milliards de taxes en plus. Le bras de fer continue. Donald Trump a frappé fort jeudi en menaçant d'imposer 100 milliards de dollars de nouvelles taxes douanières sur les importations chinoises en riposte aux mesures de rétorsion annoncées par Pékin et au risque de déclencher un conflit commercial à l'issue incertaine. Même s'il a clairement décidé de faire monter la pression d'un cran en répondant au tac à Pékin, il ne s'agit pour l'instant que de menaces qui devraient quand même rendre nerveuses les bourses mondiales. Isao Takahata, le réalisateur du Tombeau des Lucioles, est décédé. C'était l'un des grands maîtres de l'animation japonaise, Isao Takahata, qui a fait pleurer des millions de spectateurs avec le Tombeau des Lucioles, est décédé jeudi à l'hôpital. On a annoncé dans les médias japonais ce vendredi matin. Selon Yahoo Japon, le cofondateur du studio Ghibli était affaibli par des problèmes cardiaques depuis l'été dernier. Il avait 82 ans, c'est vrai, mais nous ne pouvons pas donner encore plus de commentaires, a déclaré à l'AFP une porte-parole de Ghibli. SNCF, combien de temps les grévistes vont-ils pouvoir tenir ? Aussitôt parti, aussitôt revenu, la grève à la SNCF redémarre samedi soir pour culminer dimanche et lundi. Si le niveau de mobilisation des cheminots n'est pas encore connu, la direction de l'entreprise a bien précisé que les jours de grève ne seraient pas payés. Or, le mouvement social est prévu pour s'étaler jusqu'à la fin juin, une durée qui pourrait poser des difficultés financières aux cheminots grévistes. Pour faire face, différentes initiatives ont vu le jour sur le modèle des caisses de grève. Souvent tenues par les syndicalistes, elle permet aux adhérents et parfois aux non-syndiqués d'obtenir une somme plus ou moins importante pour compenser en partie la perte de salaire. Ainsi, la CFDT dispose depuis 1973 d'une caisse nationale d'action syndicale CNAS financée via les cotisations des adhérents. Son montant s'élève aujourd'hui à 126 millions d'euros. MMA, Conor McGregor pète un plomb et fracasse la vitre d'un bus. On savait que Conor McGregor avait le sang chaud, mais son dernier coup de sang pourrait bien porter un coup à sa carrière. Le combattant MMA irlandais s'est invité avec son entourage au Media Day de l'UFC jeudi et selon des images diffusées par le site TMZ, il a fracassé la vitre d'un bus dans lequel se trouvaient plusieurs athlètes en lançant un chariot en métal en direction du véhicule. Selon USA Today, la police new-yorkaise souhaite entendre McGregor, mais un mandat d'arrêt n'avait pas encore été émis jeudi soir, contrairement à ce qu'a déclaré la patronne de l'UFC, Dana White. Ce sera tout pour les infos.
Merci beaucoup Johan pour ces informations. Alors juste, on vient d'apprendre que Jacky Higelin, le chanteur français, s'est éteint aujourd'hui à l'âge de 77 ans, voilà, pour information complémentaire. On va tout de suite retourner en plateau puisque Charlotte, il me semble que vous êtes accompagnée de Victoire. Oui, c'est ça. Donc Victoire m'a rejoint sur le plateau pour parler un petit peu du master journalisme. Donc bonjour Victoire. Bonjour Charlotte. Rebonjour. Alors ce serait pour parler un petit peu de vos motivations dans ce master journalisme. Qu'est-ce qui vous a donné envie de venir travailler ici? Alors c'est vrai que le journalisme, ça m'a toujours plu en fait. C'est un domaine qui m'a attirée depuis ma tendre jeunesse, on va dire. Ça m'a toujours plu. La base du métier, vraiment l'information, l'apprentissage tout le temps en fait, tout simplement, d'apporter de l'information aux autres, de communiquer, de toujours s'instruire aussi. Et c'est vrai que j'étais venue l'année dernière donc aux portes ouvertes de la Cato, parce que bon. On fait plusieurs écoles, c'est vrai qu'on cherche un petit peu, etc. Et j'ai découvert justement aux portes ouvertes donc le studio ici. C'est vrai que on a un équipement honnêtement qui est tout à fait louable, qui est même très bien, que ce soit en radio, en télé, même au niveau des cours pour l'écrit, etc. Vraiment, je trouve que les cours sont complets. On apprend vraiment le métier, tout simplement. Je trouve que la formation est assez bonne. Il y a aussi du matériel qui est... Il y a du très bon matériel. C'est vrai qu'en plus, on peut le louer à souhait, quoi. C'est-à-dire qu'en plus, on réalise nous-mêmes nos propres reportages. En radio, on a vraiment un studio bien structuré. On a un deuxième en plus là, qui est en aménagement depuis plusieurs mois. Donc, c'est vrai que ça commence en plus à s'étendre, à s'agrandir et ça attire en plus. Honnêtement, quand on vient là, qu'on découvre en plus le matériel et qu'on sait qu'on va l'utiliser, qu'on va le pratiquer, qu'on va apprendre la technique, etc. Ça aide d'autant plus et ça motive même, je dirais, à produire même du contenu journalistique, etc. Voilà, quand on a du bon matériel, on peut faire du bon travail. Exactement, tout à fait. Voilà. Ouais. Et donc justement, avec cette journée transmédia qui va durer jusqu'à 17h, qu'est-ce que ça vous apporte? Vous êtes déjà passé avant, justement L'heure précédente, c'est ça, exactement. Voilà. C'est vrai que c'était du stress, c'était de l'organisation, mais ça a permis justement de mettre en application le travail d'équipe, déjà tout simplement, d'apprendre à travailler en équipe. On était un groupe quand même assez conséquent. C'est toute une organisation, un fil conducteur à respecter, des contenus différents. Il faut s'harmoniser même entre nous. Il y a toujours des petits imprévus aussi à gérer. Forcément, surtout en direct comme aujourd'hui. Mais bon, c'est ça qui fait le métier, c'est ça qui nous apprend même à se gérer déjà soi-même, à réagir instinctivement, etc. Et puis même d'interagir avec les autres, tout simplement. C'est de la communication aussi entre nous et de l'organisation. Et c'est vrai que ça met un petit stress, mais comme le disait M. Castagnoli tout à l'heure, c'est plus de l'excitation en fait, tout simplement. C'est ça. Parce que là, pour le coup, on est dans une vraie pratique. C'est une expérience très formatrice. Exactement, tout à fait. Ça peut être que formateur, même si on est dans le stress, même si on peut faire quelques boulettes, quelques impondérables qui peuvent se produire, etc. Ça peut être que formateur, ça peut que nous apporter du plus pour au niveau de la réactivité et même d'appliquer tout simplement des acquis. Bien évidemment, oui. Et donc, au niveau de votre groupe, ça s'est bien passé justement? Vous parliez d'organisation. Est-ce que l'organisation s'est bien passée? Est-ce que c'est pas un petit peu compliqué de gérer aussi différents niveaux? Ouais, ça peut être compliqué, ouais. Justement, nous, ça s'est très bien passé. En tout cas, globalement, on était un groupe de filles. Et en plus, c'est vrai que de base, on ne se connaissait pas tous, parce que donc il y a des MCC3 en licence 3, des Master 1 en journalisme et des Master 2. Donc c'est vrai que les Master 1, Master 2, on se côtoie un peu plus de base. C'est vrai qu'on travaille en plus déjà des fois ensemble, etc. Mais c'est l'occasion déjà de connaître les personnes, de voir où chacun est le meilleur, quoi, tout simplement. Les matières qu'on préfère, c'est-à-dire plus la radio, plus la télé, plus la présentation, plus les chroniques, je ne sais pas. Mais globalement, ça s'est plutôt bien organisé. On s'y est mis plutôt à l'avance. Ça a été très vite défini. Voilà, chacun avait ses préférences déjà de base. Et une harmonie qui s'est faite assez naturellement, c'est ça en fait. Oui, voilà. Puis comme je dis, on a assez vite communiqué, assez simplement, et c'est vrai que on fait des travaux chacun de notre côté, mais au final, individuellement, ça promet un beau groupe, et c'était une expérience vraiment plaisante, et je pense que globalement toutes les filles peuvent dire la même chose. Même pour les MCC justement, c'était peut-être, je sais pas pour votre groupe, mais c'était peut-être une première expérience pour eux aussi. Déjà, c'est vrai qu'ils dans ce milieu-là, sur le plateau, en radio. Ils pratiquent un petit peu
quand même déjà en MCC3 quand même, mais c'est vrai que c'est toujours une appréhension en plus, quoi. C'est vrai que bon, c'est les plus jeunes déjà, donc c'est ceux qui ont le moins d'expérience, de base hein, évidemment, mais ça peut que, pareil, leur apporter pour le futur, même si après ils s'intéressent eux au journalisme ou à la communication, etc. Ça peut que leur servir et c'est vraiment une très belle expérience, quoi. C'est vrai que c'est tous ensemble, on est beaucoup, on est nombreux et ça peut que être formateur. Ok, très bien. Merci Victoire. Merci à vous d'être venue. Donc on continue cette journée transmédia et tout de suite on passe au prochain groupe. Radio UC Lille, la radio de l'Université catholique de Lille. Alors avant de passer au prochain groupe, Charlotte, on va passer à l'interview d'Emilien. Vous êtes président de l'association de Cheer Up de l'EDEC. Bonjour. Alors merci d'être avec nous. Si vous êtes là aujourd'hui, c'est surtout pour parler de la course contre le cancer qui a lieu demain à la Citadelle. Exactement. Alors comment ça se passe? Qu'est-ce que c'est? Alors, cette course s'appelle la Terry Fox Run, parce que cette année, nous sommes en partenariat avec la Terry Fox Foundation, qui est une association internationale canadienne qui s'occupe d'organiser des courses contre le cancer dans toutes les grandes villes mondiales. Ils ont voulu s'implanter en France et à Lille, parce que c'est une ville étudiante. Et du coup, Cheer Up EDEC, cette année, s'occupe de l'organisation de cette course à la Citadelle. Donc c'est la première fois cette année qu'il y a ce type de course-là. Exactement. Est-ce que vous attendez beaucoup de monde? Oui, on attend beaucoup de monde. Au minimum, on aimerait avoir 600 personnes, mais si on peut en avoir 1000, ça serait pas mal. Et en fait, c'est un événement à dimension nationale également, car la course se déroule à Lyon, à Bordeaux, dans 17 villes françaises le même jour. Ah, la course aura lieu en même temps partout en France. Exactement. Et par exemple, vous parlez peut-être d'avoir 1000 personnes. C'est pas beaucoup de personnes pour une organisation? C'est pas trop compliqué? Si, ça fait beaucoup de personnes, mais en soi, en termes d'organisation, ce n'est pas très compliqué. Les gens ont juste à venir au lieu dit de la Citadelle. Grâce à l'application Pumpkin, ils peuvent s'inscrire facilement et ils payent juste leur t-shirt pour la course et après, c'est à eux de faire le reste sur le terrain. C'est combien le coût du t-shirt? Parce que je suppose que c'est versé à une association, comme on l'a dit tout à l'heure. L'inscription pour la course, donc qui comprend le t-shirt et après la présence sur le village avec le ravitaillement, les boissons et des activités, c'est 5 €. Mais en installant l'application Pumpkin, il y a 2 € d'offert, donc ça revient qu'à 3 €. Et en fait, ces 5 €, sur ces 5 €, il y a 4,96 € qui sont reversés pour la lutte contre le cancer en France. D'accord, donc c'est effectivement toutes les courses qui vont courir en même temps, tout ce qu'elles vont recevoir, ça va être donné à l'association contre le cancer. Voilà, pour les laboratoires de recherche. Et pour par exemple les sportifs qui nous écoutent, c'est combien de kilomètres? Alors, la boucle qui a été tracée fait 2,6 km, mais on a fait plusieurs parcours. Il y a un parcours petite foulée, donc ça équivaut à 2 tours, donc c'est 5 km, et on va jusqu'au parcours pro. Ça correspond à 8 tours, je crois, donc 20 km, donc ça commence à faire pas mal. Donc en fait, ceux qui sont peu sportifs peuvent quand même venir. Évidemment. Et ceux qui sont très sportifs ne seront pas frustrés. Voilà, c'est ouvert à tous. Et c'est la première fois, du coup, on l'a dit tout à l'heure. Est-ce que vous, déjà maintenant, vous pensez refaire des choses comme ça l'an prochain? Oui, je pense qu'on va réitérer cet événement l'année prochaine. Nous, on organisait normalement ce type d'événement sur le campus de l'EDEC, mais bon, ça rassemblait pas plus de 200 personnes, donc là, on a essayé de faire les choses en plus grand. Vous avez d'autres projets dans l'année? Oui, tout à fait. Alors, association Cheer Up EDEC, c'est une association qui s'occupe des jeunes atteints du cancer à l'hôpital Oscar Lambret à Lille. Donc, on leur rend visite tous les jours à l'hôpital et on s'occupe de réaliser leurs projets. Ça peut être des rêves d'une vie ou aller au cinéma, aller à un concert, etc. Et après, on organise des événements de sensibilisation au cancer, comme la course ou des dons du sang, etc. Alors la course, est-ce qu'on peut s'inscrire sur place ou est-ce qu'il faut s'inscrire avant? Oui, tout à fait. Donc il y a un lien sur l'événement Facebook, un lien Pumpkin où on peut s'inscrire à l'avance, mais on peut tout à fait s'inscrire sur place. Et si jamais les gens n'ont pas leur téléphone, etc., il y aura une caisse pour payer en liquide sur place. Alors est-ce qu'on peut juste repréciser les horaires et le lieu de départ peut-être pour ceux qui seraient intéressés? Tout à fait. Alors donc ça commence à partir de 14h. Il n'y a pas de départ précis. On peut courir quand on veut et ça finit à 20h. Donc entre 14h et 20h, vous êtes les bienvenus. Vous pouvez venir quand vous voulez. Et donc pour le lieu, c'est à la Citadelle. Lorsqu'on arrive sur le pont de la Citadelle, il faut marcher un petit peu vers la gauche et de toute façon, vous saurez où nous trouver. Donc du coup, les gens peuvent venir courir en groupe quand ils veulent, entre exactement. amis. Voilà. L'intérêt, c'est juste de donner en fait pour une association, pour une bonne cause. Voilà, exactement. Et bien, merci beaucoup, Emilien, président de Cheer Up, d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Tout de suite, on va retourner sur le plateau de télévision pour retrouver Justine qui va nous faire un petit débriefing de 7 heures avec Quentin Eliébeau.
Voilà, exactement. Merci Charlotte. Donc je suis bien accompagnée des 2 garçons qui sont parmi moi, avec moi. Rebonjour. Bonjour, encore une fois. Alors aujourd'hui, on est, comme je le rappelle, en journée transmédia, en direct des studios. Comment s'est passée la préparation un peu pour vous, puisque vous êtes en licence MCC, Médias, Culture et Communication. Vous n'êtes pas forcément habitué à ça. C'est vrai. Alors comment ça s'est passé? Je commence. Oui, d'accord, tu vois une chose. Oui, c'est vrai que nous, on n'est pas très habitués à ça. On a fait un semestre en radio là-haut, mais on n'a pas l'habitude d'être devant les caméras aussi, donc c'est un peu une expérience nouvelle pour nous. C'était très enrichissant. Niveau préparation, on ne savait pas trop comment ça allait se passer, donc on a essayé de faire ça bien. Mais même en faisant ça, en essayant de cadrer tout ça, en préparant un peu les textes, les sujets à l'avance, on s'est rendu compte que on est quand même dans le rush niveau radio, il y a toujours un moment d'imprévu, mais c'est sympa, c'est assez normal, ouais. C'est assez normal, ouais, c'est sympa, c'est assez excitant, donc moi je suis très content d'avoir cette journée. Bon, c'est positif. Et toi, Quentin? C'était pareil, très enrichissant. On avait, comme il a dit Liebo, l'habitude d'aller en radio le lundi après-midi pour faire du direct. Là, c'est pas pareil, il y a des caméras, donc c'est un peu stressant, c'est un truc nouveau. Pour toute la partie reportage, etc., ça c'était, je pense, correct. Et toute la partie directe, on a essayé de faire ce qu'on pouvait. Je sais pas si ça suffit, mais... Je pense que c'est bien démarré, bien... Débrouillé. Je pense aussi. Donc, alors, comment ça... Là, 7 heures de direct, comment ça s'est passé pour vous? Vous étiez stressé? Ça a été... Est-ce que vous avez eu des couacs? Moi, j'étais en cours, là. Je suis arrivé il y a 20 minutes. Je suis arrivé un peu en avance, donc j'ai eu le temps d'appréhender le moment où je passais devant les caméras. Enfin, on stresse un peu avant, mais quand on est dedans, au final, c'est assez fluide et ça passe assez bien. Moi, j'ai pas eu le temps de stresser parce que j'étais en cours il y a l'heure d'avant, donc je suis arrivé, je suis passé tout de suite en direct, donc voilà, j'ai pas eu le temps de stresser. C'est ça. Du coup, vous êtes partis tous les deux en reportage. Est-ce que vous avez déjà fait des reportages avant? Est-ce que vous avez Moi, j'ai pas fait de reportage avant parce que je suis pas dans l'option Web TV. Ça s'est bien passé. J'ai eu Charlotte qui m'a très bien expliqué comment manier la caméra, qui était assez complexe, et je pense que ça s'est plutôt bien passé. Les gens étaient très sympas, donc. Moi pareil, j'étais avec une personne très compétente qui est présente ici. Qui présente ici, bizarrement, oui c'est vrai. Et elle m'a expliqué comment marchait une caméra, les jeux de lumière, tout ça. Et j'ai pu assister à une pièce de théâtre aussi, qui était très enrichissante, très sympa. Gratuitement, oui en plus. Ça joue beaucoup. Ça joue beaucoup, donc ouais, c'était très sympa. Et est-ce que du coup ça vous a donné envie de faire du journalisme? Est-ce que ça vous a donné envie de continuer de ce côté-là? Moi j'aime bien la radio, j'aime bien parler, donc j'aime bien interagir avec les gens, et la radio je trouve que ça se prête pas mal à ça, ça se prête même totalement à ça, donc j'aime bien discuter de sujets et donner des informations, donc pourquoi pas, ouais. Après être dans le journalisme pur, c'est-à-dire écrire des articles et tout, je sais pas, mais le côté reportage, ça m'a pas mal plu, donc pourquoi pas, ouais, ça pourrait être dans un contexte comme aujourd'hui par exemple? Ouais, ça pourrait être une bonne idée, ouais. Moi pareil, la radio aussi c'était très bien, et puis ouais, ça donne envie, des journées comme ça, on expérimente parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude en MCC, donc ouais, si on peut le refaire, puis ça donne envie de venir en master. Donc. En tout cas, nous on a été ravis de partager ça avec vous surtout. Petit lapsus. Non, je rigole. Non, vraiment, vous avez été très bien. Et puis, c'est déjà la fin de notre heure de direct. C'est triste. Et c'est triste. Merci d'avoir été avec nous. Mais restez ici, puisque dans quelques instants, la journée transmédia continue. Ce sera une autre équipe qui sera parmi vous. Et restez avec nous.